Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout de suite, les titres. Au Gabon, c'est dans son petit musée qu'on retrouve des pièces importantes qui témoignent de l'existence de l'homme et de la culture bantoue. Nous parlons là du Sisiba qui cache en son sein un immense trésor que nous allons découvrir dans ce journal. En Somalie, l'ancien Premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu ce mercredi président de la République à l'issue d'un vote des parlementaires placés sous haute sécurité, les autorités craignant une nouvelle attaque des islamistes radicaux Chebab. Les détails vous seront donnés dans la page Afrique. Et puis, les Nord-Coréens doivent participer aux Jeux d'hiver de 2018 en Corée du Sud, estime le chef de leur comité d'organisation. Nous verrons un peu plus tard dans ce journal que la paix est le principe fondateur de l'olympisme. Voilà, Madame, Monsieur, le fil conducteur de cette grande session et voici votre journal. Et nous commencerons par la page du Gabon. Tout d'abord, passation de commandement ce mercredi à la prison centrale dans le 1er arrondissement de Libreville. Le ministre de la Justice, garant des droits humains, était présent avec lui une bonne brochette des généraux de l'armée gabonaise. En témoigne ce compte-rendu de Gabriel Ratanga et Bertin Ossaga. C'est ce mercredi que s'est déroulée la passation du commandement du service pénitentiaire à la prison centrale de Libreville. Une cérémonie en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Alexis Boutambambina, et de plusieurs responsables de l'armée gabonaise. Après l'allocution du maître de cérémonie, le commandant Antoine Bavou, le ministre de la Justice a procédé au rituel de passation de commandement. Officiers, sous-officiers, agents et assistants de la sécurité pénitentiaire, de par le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vous reconnaîtrez désormais pour votre chef, le général de brigade Léopold Marius Osseyi, ici présent. Vous obéirez à tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires. La sécurité pénitentiaire reste sur la supervision de Léopold Marius Osseyi, promu nouveau commandant en chef en septembre dernier. La cérémonie qui marque un nouvel élan de la sécurité pénitentiaire s'est achevée par une parade militaire des recrues en fin de stage. C'est dans un élan du triptyque paix, développement, partage prôné par le chef de l'État Ali Bongo Ndimba que l'édile de la commune de Libreville, Rose Cristiano Souka Raponda, s'est rendue ce mercredi dans le 2e arrondissement pour témoigner son soutien aux personnes du 3e âge. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines sessions d'information. Je vous le disais donc en titre, au Sisiba, dans sa bibliothèque, on y trouve un peu de tout, mais surtout des éléments comptables des chercheurs africains sur la culture bantoue, dans son petit musée, des pièces importantes qui témoignent de l'existence de l'homme et de la culture bantoue. Le Sisiba cache tout simplement un immense trésor. Le reportage de Kenyon Ngori, Joël Tatou. Le Centre des civilisations bantou est sans l'ombre d'un doute le gardien de la mémoire de cette culture. Dans son nouveau siège, des œuvres et des manuels d'une rareté y sont exposés. Je vous recommanderais de faire un tour dans notre centre de documentation pour vous rendre compte de l'immensité du travail qui a été abattu au Sisiba. En 34 ans, le Sisiba a bénéficié de la contribution des plus grands cerveaux multidisciplinaire ou interdisciplinaire qu'est connue notre institution. Cet apport est venu à la fois des chercheurs et des professeurs des États-Unis, d'Europe et d'Afrique, qui nous ont produit un certain nombre de travaux dont vous allez retrouver les traces ici parce qu'ils existent soit sous forme de livres, d'articles, d'œuvres d'art aussi, et aussi sous forme de microfiches. Nous avons plus ou moins 12 000 éléments d'information dans notre centre de documentation. La bibliothèque de l'institution garde plusieurs thèses et mémoires de nombreux chercheurs africains. Il a beaucoup travaillé, et qui est de la République du Congo, il a beaucoup travaillé sur les recherches du monde bantou. L'institution a traversé le temps avec ses objets, dont certains ont même dépassé plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Il est ici depuis moins 100 000 ans au moins avant Jésus-Christ. Donc voilà
Ce sont des galets. On dit par exemple, là vous avez des pics. Sur les murs, on peut encore y voir des tableaux qui retracent l'histoire de la traite négrière et la souffrance des Bantous. Des outils de la préhistoire qui montrent bien l'évolution de l'histoire du monde et de la culture bantoue en particulier. Évoquons à présent cet accident de circulation du côté de Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Suite à une panne mécanique, un taxi-bus avec à son bord plusieurs passagers a percuté le mur de la résidence du gouverneur de la province. L'étendue des dégâts dans ce reportage est de 800 Nobakassa. Ce bus des marques Toyota immatriculé CH279AA qui se rendait à Potos a fini sa course contre ce mur de la résidence du gouverneur avec à son bord 18 passagers en provenance de Mbaya. Problème mécanique, voire état vétuste du bus ou excès de vitesse, les témoins et passagers s'interrogent. Ça s'est passé quand il a commencé à prendre le tournant, ça n'a pas marché, il a débrayé, ça n'a pas marché, c'est comme ça qu'il a fait la direction d'ici. Mais moi, quand j'ai suivi le choc, j'ai bien tenu le ciel pour ne pas sauter. Et voilà pourquoi je n'ai pas eu mal. Moi, je n'ai pas su si c'est un problème de frein ou bien de quoi. Sinon, vraiment, c'est quelqu'un, il faut qu'il retravaille sa mémoire. Je l'ai vu venir, il était en vitesse. Il était en vitesse. Donc, il a dérapé. C'est là où il est venu contre le mur de la résidence du gouverneur. Sûrement, s'il avait un problème mécanique. Je ne sais pas si c'est le fer ou la roue qui a dérouté. Après, la voiture est passée. J'ai eu le réflexe de sauter. Donc, moi, j'ai eu le bras qui fait un peu mal ici. Quelques minutes plus tard, les victimes ayant subi des importants dégâts corporels ont été conduits au centre hospitalier régional à Missabongo pour des soins médicaux intensifs. Direction à présent la capitale économique du Gabon, plus que quelques semaines et le calvaire des usagers et commerçants du port Molle de Port-Gentil ne sera plus qu'un lointain souvenir. Les responsables de l'Office des ports et rades du Gabon, de la ville du Sable, ont lancé des travaux de réhabilitation de ce port déjà en état de délabrement avancé. Le regard de Gaël Mapessi, Alexandre Kogué. Les responsables de l'Office des ports et rades du Gabon de Port-Gentil ont lancé les travaux de réhabilitation des lignes de portes d'entrée de la capitale économique au Gabon. Autrefois couvert de latérite, le port Molle est en train d'être revêtu de nouveaux vêtements. Ici, nous sommes en train de viabiliser la plateforme du port Molle qui était par le passé latérité, qui aujourd'hui on a fait le décapage de la latérite. Et on est en train de faire la pose des pavés pour la rendre plus contenue que vous-même vous le dites. C'est l'entrée de la ville. Aujourd'hui, au Prague a pris l'initiative de revaloriser le terre-plein central du port Molle. La capacité du parking, logiquement, elle est de 85 véhicules. Et pour que les travaux atteignent une vitesse de croisière importante pouvant leur permettre de livrer le chantier dans les délais, les responsables de l'Oprag ont fait le choix de fabriquer sur place le matériel de construction tel que les pavés. Après fabrication, on laisse une période de séchage qui est de 10 jours. 10 jours après, on le transporte de notre base assise à Dorade pour l'ancien port, afin de passer à la deuxième étape qui est la pose. Longtemps dans un état de détérioration, l'entrée du port Molle de Port-Gentil connaîtra bientôt un nouveau visage, un aménagement et un embellissement qui y facilitera l'accès pour les usagers et les commerçants. Place à l'actualité en Afrique cette fois, et après 5 ans de crise, enfin une éclaircie. Patrons et analystes de l'industrie minière africaine se retrouvent à partir de lundi au Cap pour leur grand route-out annuel revigoré par la remontée longtemps attendue des prix de matières premières. Le reportage. L'industrie minière sud-africaine est victime d'une chute des prix depuis plusieurs années. Mais depuis la fin 2016, les cours du fer, du cuivre et de l'étain remontent. De quoi redonner le moral aux investisseurs et entrepreneurs rassemblés cette semaine au salon annuel des mines du Cap en Afrique du Sud. Je pense que les perspectives globales pour l'Afrique s'améliorent, à l'instar des perspectives pour l'industrie minière. Il ne s'agit pas d'une amélioration dans les mêmes proportions que durant la dernière décennie, mais juste par rapport à ce qu'on connaît depuis 2-3 ans. D'après la Banque mondiale, le pire est passé.
La reprise de la demande venue de Chine et la baisse de la production globale ont permis une remontée des prix. Et la banque table même sur des bonds de 11% des cours des métaux cette année. Cette idée de l'Afrique qui monte est vraiment venue du dernier boom des matières premières en Afrique. Donc s'il y a un nouveau boom, ça pourrait potentiellement transformer les économies africaines. Mais certains experts restent prudents, encore échaudés par les ravages causés par la chute des cours. La plupart d'entre nous pensent que nous avons quasiment atteint un niveau viable. Mais bon, nous sommes nerveux. L'industrie a injecté 3500 milliards de dollars durant les 12 dernières années et l'essentiel de cet argent ne générera jamais de profit. Et ils se sont fait taper sur les doigts, il n'y avait plus de financement, beaucoup d'entreprises ont fait faillite, beaucoup ont dû fusionner ou licencier, donc les gens sont sur leur garde. Les difficultés du secteur des mines sont en partie responsables du ralentissement de la croissance sud-africaine, bloquée à 0,2%. Mais aujourd'hui, la reprise des prix permet de croire en des jours meilleurs pour l'économie du pays et du continent. En Somalie, les urnes ont parlé et c'est l'ancien Premier ministre somalien Mohamed Abdullahi Farmajo qui a été désigné pour diriger le pays ce mercredi à l'issue d'un vote des parlementaires placés sous haute sécurité, les autorités craignant une nouvelle attaque des islamistes radicaux Chebab. Le récit de Larissa Matsoum. Après 2 tours de vote ayant duré plus de 6 heures, Mohamed Abdullahi Farmajo du clan des Darod a obtenu avec 184 voix plus de la moitié des votes des 329 parlementaires. Ce résultat ne lui permettait pas d'atteindre la majorité des 2 tiers nécessaires pour être proclamé vainqueur dès le 2e tour du scrutin. Mais le candidat arrivé 2e, l'actuel président Hassan Sheikh Mahmoud, clan Aouye, a reconnu sa défaite avant l'organisation d'un 3e et dernier tour. C'est le début de l'unité pour la nation somalienne, le début de la lutte contre les Chebab et la corruption, a déclaré Mohamed Abdullahi Farmajo depuis le hangar de l'aéroport de Mogadiscio, un des endroits les mieux protégés de la ville et où l'élection était organisée. Le nouveau président dispose des nationalités somaliennes et américaines. Il avait été nommé Premier ministre en 2010, mais des querelles et trahisons politiques avaient entraîné sa chute 8 mois plus tard, avant qu'il ait eu l'opportunité de montrer sa valeur. Malgré l'absence de suffrage universel, dont l'introduction a finalement été reportée à 2020, cette élection est vue comme une avancée dans ce pays, privé de véritable État central depuis la chute de l'autocrate Siad Barre en 1991. Au Zimbabwe, l'opposant Ivan Mawahir a été libéré sous caution ce mercredi par la justice zimbabwéenne. Il était accusé de faire entrave à la politique du gouvernement. Retrouvons Larissa Matsoum. Le tribunal d'Harare a ordonné mercredi la libération sous caution du pasteur Ivan Mawahir, accusé notamment de tentative de sabotage du gouvernement zimbabwéen et arrêté début février après un exil de 6 mois à l'étranger. Le pasteur Mawahir est l'un des chefs de file de la contestation anti-Mugabe au Zimbabwe. Alors inconnu du grand public, il avait lancé l'an dernier une vaste campagne de protestation, baptisée ce drapeau, contre le chef de l'État zimbabwéen qui dirige le pays depuis 1980. Dans une vidéo devenue rapidement virale sur Internet, il était apparu avec le drapeau zimbabwéen porté en écharpe pour dénoncer la corruption du régime et les conditions de vie difficiles de la population. Son action avait initié une large vague de grèves et de manifestations dans le pays, un mouvement qui s'est peu à peu éteint face à la brutale répression du régime. Parti en exil en juillet, en Afrique du Sud, puis aux États-Unis pour chercher des soutiens, il est rentré le 1er février au Zimbabwe où il a été immédiatement interpellé. Accusé d'incitation à la violence et de tentative de sabotage du gouvernement, il était depuis en détention. Il doit comparaître devant la justice le 17 février prochain. Pas en reste dans cette grande session d'information, vos actualités hors du continent. Tout d'abord, en France, on parle de 27 chapitres, 101 recommandations, 1300 pages. La Cour des comptes a rendu public ce 8 février son rapport public annuel. Ce rapport se compose de 2 tomes. Le premier expose une sélection d'observations et de recommandations de la Cour. Le second, quant à lui, présente l'organisation et les missions de cette dernière. Le point dans ce récit de Lardingue Mamba. Des coups de griffe, des mises en garde et une série de recommandations. La Cour des comptes a décerné mercredi ses traditionnels avertissements sur la gestion de l'argent public. Didier Mingo,
président de l'institution, a notamment épinglé les atermoiements du gouvernement relatifs à l'écotaxe et évoqué des graves dysfonctionnements dans les dépenses du matériel opéré par les douanes. Ce que nous constatons, c'est de graves dysfonctionnements sur des achats de matériel. C'est le résultat d'un comportement un peu autarcique de la part de la douane, qui ne dispose pas toujours des compétences suffisantes pour en tout cas l'achat de tel ou tel matériel, ce qui fait qu'il y a des avions qui ont été achetés, qui ne sont pas opérationnels. 5 ans ou 6 ans après, des navires qui ont été achetés et qui ne peuvent pas naviguer et qui ne remplissent pas les missions qui leur ont été définies. Didier Migaud se réjouit tout de même du déficit réduit en 2016. En 2016, le déficit a été réduit de 0,2 points. L'objectif sur 2017, c'est de le réduire de 0,6 points. Donc 3 fois plus. Au-delà de 2017, la Cour des comptes s'interroge sur le rétablissement de la durée des comptes publics et estime que le niveau particulièrement élevé des dépenses publiques en France est loin de conduire à des résultats à la hauteur des moyens engagés. Restons en France pour parler cette fois du porte-avions Charles de Gaulle qui a fait ce mercredi matin son entrée en bassin dans la base navale de Toulon où il sera entretenu et entièrement rénové pendant 18 mois. Retrouvons Larding Maba. Après avoir participé à la lutte contre l'État islamique, le porte-avions Charles de Gaulle, l'unique porte-avions de la flotte française, est arrivé à la base navale de Toulon ce mercredi, où il sera entretenu et entièrement rénové pendant 18 mois. Alors, c'est 18 mois, la durée complète, pour retrouver un bateau disponible qui aura retrouvé donc, du potentiel, donc de l'entretien d'installations qui ont été utilisées pendant une dizaine d'années, des pompes, du sol à refaire, également l'entretien de toute la partie chaufferie, donc recharger son combustible nucléaire, de l'entretien de peinture, parce que comme vous le voyez, il a du vécu. C'est normal, après tant d'opérations, typiquement c'est un bateau qui sur les 2 dernières années a passé 14 mois en mer. Pour parvenir à l'embellissement de ces porte-avions, 3 étapes sont primordiales. L'opération, on pourrait la décrire en 3 grandes phases. La phase de préparation, donc un bassin dans lequel on a disposé plus de 165 blocs béton, appelés d'étain, qui vont recevoir le bateau lorsqu'il sera en cale sèche. À la suite de quoi, on a procédé aujourd'hui à la mise en eau du bassin. Donc on a rempli le bassin ce matin à partir de 3h30 avec les équipes de DCNS. Et puis on a enlevé les portes de bassin pour pouvoir laisser les remorqueurs amener le porte-avions au sein du bassin Vauban dans lequel on se trouve actuellement. Le porte-avions nucléaire français, opérationnel depuis 15 ans, va connaître une rénovation en profondeur pour maintenir ses performances opérationnelles tant au niveau du système de combat que des installations d'aviation. L'idée, c'est de permettre au bateau de tenir jusqu'en 2041. 2 organisations de défense des droits de l'homme ont déposé ce mercredi le premier recours devant la Cour suprême israélienne pour faire annuler la loi permettant à Israël de s'approprier des centaines d'hectares de terre en Cisjordanie occupée. Le récit de Charlène Fleur-Meza. Les défenseurs des droits de l'homme et de la cause palestinienne viennent de déposer une plainte devant la Cour suprême israélienne pour faire annuler la nouvelle loi en faveur des colons. Nous déposons aujourd'hui une pétition contre la loi de validation qui valide sous la loi israélienne des colonies illégales au regard du droit international construites sur des terrains privés en Cisjordanie. Le texte adopté à 60 voix pour et 52 contre autorise l'État à déclarer terre israélienne des terrains privés palestiniens sur lesquels des Israéliens ont construit sans autorisation en Cisjordanie. Les propriétaires palestiniens seront compensés financièrement ou par d'autres terrains. La pétition repose sur la loi et nous avons des arguments très forts contre elle. Nous savons que le procureur général ne va pas défendre la loi comme il l'a déclaré dans les médias. Je crois que l'État ou le gouvernement ont aussi dit aujourd'hui qu'ils vont engager les services d'un avocat privé, mais nous espérons que la Cour suprême va déclarer inconstitutionnelle la loi et par conséquent l'annuler. Plus de 800 hectares de terres palestiniennes sont concernés par cette mesure. Direction la Syrie, où lors d'une conférence de presse avec son homologue égyptien, le ministre des Affaires étrangères, j'y arrive, jordanien, a annoncé que la Syrie ne sera pas conviée au sommet de la Ligue arabe. Charlène Fleur-Meza nous en dit un peu plus.
Le 28e sommet de la Ligue arabe se tiendra le 29 mars 2017. C'est une rencontre politique et économique entre responsables et ministres arabes. Cependant, la Syrie ne prendra pas part à l'événement, c'est du moins ce que vient d'annoncer le ministre des Affaires étrangères jordanien, Emam al-Safadi. La Jordanie qui maintient une coordination étroite avec la Ligue arabe pour préparer le sommet, alors que le roi Abdallah II de Jordanie s'apprête à envoyer des invitations aux dirigeants arabes concernés, la Syrie, pays secoué, ne fera pas partie des convives. La Jordanie accueille le sommet de la Ligue arabe. Le traitement des invitations suivra la base des décisions de la Ligue arabe. Nous sommes déterminés à respecter les décisions précédentes de la Ligue arabe et nous traiterons le sujet dans ce contexte. Au cours de cette conférence de presse, le ministre jordanien s'est prononcé sur la question palestinienne. Pour nous en Jordanie, la question palestinienne est fondamentale et une priorité. Nous condamnons et rejetons toute action unilatérale visant à changer le statu quo en menaçant l'identité arabe des territoires occupés ou menaçant la solution à deux États. Nous condamnons la colonisation illégale et illégitime qui représente un obstacle majeur aux efforts de la paix. La Jordanie a décidé d'accueillir ce sommet après le désistement du Yémen qui s'est déclaré incapable de l'organiser en raison des troubles domestiques qu'il traverse actuellement. Sport JO, à un an de l'ouverture des Jeux d'hiver en Corée du Sud, la plupart des installations olympiques sont terminées ou presque, mais les organisateurs doivent désormais s'activer pour inciter les fans à entreprendre le long voyage jusqu'en Asie du Nord-Est. Le récit de Larissa Matsumo. Nombre de Sud-Coréens se disent fiers d'accueillir les Jeux, alors que les ouvriers installent déjà les gradins supérieurs du site qui accueillera la cérémonie d'ouverture. La seule installation sportive encore inachevée est une pente destinée à la descente. Aucune des stations sud-coréennes existantes n'avait de montagne suffisamment haute pour répondre aux exigences olympiques. Même là, les travaux sont achevés à 85%. Pyeongchang 2018, ce seront des Jeux olympiques économiques, des Jeux olympiques culturels, des Jeux olympiques de la paix, des Jeux olympiques environnementaux et des Jeux olympiques des technologies de l'information et de la communication. Les sports d'hiver étaient jusqu'à maintenant des Jeux pour les Européens, des Jeux pour les Américains. Et Pyeongchang sera la 23e ville hôte de ces Jeux olympiques d'hiver. La situation tranche singulièrement avec celle de la Chine, où les panneaux d'affichage hérissent déjà les abords des autoroutes à plus d'une heure, des sites qui n'accueilleront les Jeux d'hiver qu'en 2022. L'élan sera donné jeudi, quand les billets seront mis en vente en Corée du Sud. À l'international, les dates dépendent des différents comités olympiques. Pour l'instant, les Jeux olympiques d'hiver ont été organisés que dans 12 pays, tous en Europe ou en Amérique du Nord, à l'exception du Japon. Et je vous l'annonçais à l'entame, les Nord-Coréens doivent participer aux Jeux d'hiver de 2018 en Corée du Sud, estime le chef de leur comité d'organisation, rappelant dans un entretien que la paix est le principe fondateur de l'olympisme. Le récit de Linda Gaël Maganga. Les Jeux olympiques d'hiver de 2018 se dérouleront en Corée du Sud, dans une province qui fut, il y a plus de 60 ans, le théâtre de combat lors de la guerre de Corée. Or, le conflit s'était soldé par une armistice et non un traité de paix, ce qui signifie que les deux Corées sont toujours techniquement en guerre. Anyone who loves peace, quiconque aime la paix doit participer et avoir le droit de participer, sans exception. La Corée du Nord ne fait pas exception. There is no exceptions. North Korea is not exception. Olympic is Olympic. Les Jeux sont les Jeux. Ce n'est pas de la politique, c'est du sport. So, Olympic is sports. Pour les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver, l'événement n'est pas entaché par des contrats illégaux, donc les Nord-Coréens doivent participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud. Since I became the president of POCO,
Depuis que j'ai pris mes fonctions en tant que président du POCOG, en juin dernier, j'ai mis tous mes efforts et j'ai essayé d'en trouver. J'ai passé en revue tous les contrats existants, mais je n'ai trouvé aucun contrat irrégulier. Le principe fondamental des Jeux olympiques, c'est la paix. Et pour le président du comité des Jeux olympiques de Pyeongchang, la tradition de la trêve olympique remonte à la Grèce antique. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, nous sommes donc allés au petit musée où l'on trouve des pièces importantes qui témoignent de l'existence de l'homme et de la culture bantoue. Le Sisiba cache un immense trésor que nous avons pu découvrir dans ce journal. Vous le savez, c'est officiel, l'ancien Premier ministre somalien Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu président de la République ce mercredi à l'issue d'un vote des parlementaires placés sous haute sécurité, les autorités craignant une nouvelle attaque des islamistes radicaux Shebab. Les détails ont été donnés dans ce journal. Et puis nous étions en Corée du Sud à l'instant et la Corée du Sud doit participer aux Jeux d'hiver de 2018 en Corée, estime le chef de sa délégation. Voilà tout ce qui a donc retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de votre fidélité. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.